Bonjour tout le monde, c'est Pamela, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un beau début de mois de juin. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui attendent juillet, août avec impatience pour pouvoir être en vacances. Là c'est la dernière ligne droite, donc bon courage. Alors, avant de vous présenter les livres dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, comme d'habitude, je vous parle un petit peu de ma vie, je vous raconte ma vie. Pas beaucoup de changements par rapport à la dernière fois. Je n'ai toujours pas trouvé de travail. Ça commence à m'énerver un petit peu, mais j'ai un rendez-vous assez prometteur le 1er juillet. Donc, s'il vous plaît, croisez les doigts pour moi en espérant que ça fonctionne bien. Autre chose qui est arrivée récemment, comme vous savez, j'ai un chat, un vieux chat, une petite chatte en fait qui s'appelle Momo. Et Momo a eu 16 ans au mois de mars. Et j'ai remarqué récemment qu'elle allait très fréquemment uriner et qu'elle buvait énormément, qu'elle mangeait beaucoup aussi. Et donc on l'a emmenée chez le vétérinaire samedi dernier. Prise de sang et résultat, mademoiselle serait diabétique. Alors voilà, donc le couperet est tombé, c'est une sale maladie pour les chats. Le médecin pense que peut-être le taux de sucre pourrait avoir été élevé à cause du stress dû au déménagement. Ça pourrait être une explication, mais étant donné son âge, étant donné son poids, c'est un chat qui fait 8 kilos, le diabète, c'est pas à exclure, non, oui, coucou maman, c'est pas à exclure non plus. Donc voilà, on va essayer de soigner tout ça. On va commencer par lui donner une alimentation adaptée. Et puis, on va voir après pour le traitement du diabète en lui-même, sachant qu'il existe deux types de traitements actuellement. Le premier, c'est comme pour les êtres humains, des piqûres d'insuline qui sont à réaliser 2 fois par jour à heure régulière. Ce que le médecin nous a dit par rapport à ça, c'est que ça peut stresser certains chats, donc ça peut avoir un résultat en fait pire qu'autre chose et un petit peu abîmer la relation entre le chat et son humain. Et donc voilà, il faut en tenir compte aussi. Puis c'est très contraignant, 2 fois par jour, à toutes les 12 heures, il faut vraiment pas se rater. L'autre traitement, c'est un traitement oral. Là, c'est une seule fois par jour, donc a priori, c'est déjà moins compliqué. Par contre, d'après ce que j'ai vu sur internet, c'est un médicament qui est pas très bon. Les chats ne l'aiment pas. Il faut mettre ça dans une pipette et leur faire avaler de force. Moi, j'imagine que question stress aussi, ça doit pas être terrible non plus. Donc voilà, on va essayer quand même de soigner notre petite Momo parce qu'on l'aime énormément. Mais croyez-moi que ouais, depuis quelques jours, là, j'ai un petit peu de mal à me concentrer sur mes lectures, sur ce que je dois faire. Enfin, j'ai vraiment la tête ailleurs. Donc, j'espère quand même que je vais vous faire une vidéo relativement cohérente. Justement, la vidéo, les livres dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, ça va être une vidéo 100% roman français. C'est relativement rare chez moi, mais c'est tombé comme ça. Je les ai lus les 3 à la suite des autres. Donc, je vous les présente dans la même vidéo. Le premier, c'est celui-ci. Vous parlez de Mon fils de Philippe Besson. Ensuite, Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette. Et finalement, Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbruck. Donc je vous parle tout de suite de ces 3 romans. Vous parlez de Mon fils, c'est le titre de ce roman de Philippe Besson qui a paru en 2025. Il est donc très très récent. Ce roman se déroule sur une seule journée et pas n'importe quelle journée. C'est le jour de la marche blanche en hommage à Hugo, 14 ans, qui a mis fin à ses jours suite à du harcèlement scolaire.
Et en se préparant pour assister à la marche blanche, son père se remémore en fait tous les signes qu'il a ignorés ou qu'il a minimisés. Il est vraiment rongé par la culpabilité, il est accablé de chagrin et il se remémore également comment sa femme, elle, a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'agir en allant se plaindre auprès du collège, en tentant de parler aux parents des harceleurs. Il se remémore aussi le père, justement, cette rencontre avec les autorités éducatives où en fait on leur a dit oh, non, c'est rien, voilà, vous exagérez, blablabla. Il se remémore la rencontre avec les parents des harceleurs qui étaient complètement dans le déni du genre non, c'est pas possible, mon gamin peut pas faire ça, etc. etc. Et puis surtout, il se remémore le jour où il est rentré à la maison et où il a trouvé le corps de son fils dans sa chambre. Voilà, donc ça c'est l'histoire du roman. Ça s'arrête ici. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, si je regarde en quatrième de couverture, j'ai des commentaires dithyrambiques. Un roman choc pour Sud-Ouest. Une analyse fine du harcèlement et de la culpabilité de ceux qui restent pour Libération. C'est un roman donc, qui a reçu beaucoup de critiques professionnelles, mais qui a été aussi adoré par les lecteurs, puisque sur Babelio, il a une note, j'ai noté ça quelque part, de 4,45 sur 5, et sur Livre Addict, 17,6 sur 20. Donc c'est quand même énorme. Et moi, dans tout ça, j'ai absolument rien ressenti à la lecture de ce roman, même pas d'ennui, mais vraiment, je vous dis, je n'ai rien ressenti. Je lisais des mots, je tournais des pages, j'avançais dans une histoire à laquelle je ne croyais pas et qui ne me concernait pas. Alors c'est dramatique de dire ça parce que le harcèlement scolaire, c'est vraiment un fléau et ça devrait tous nous concerner, que nous soyons enseignants, parents ou n'importe quoi. C'est vraiment quelque chose de terrible. Pourtant, là, Philippe Besson n'a pas du tout réussi à me convaincre avec ce roman. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive ici entre lui et moi, en fait, parce qu'entre lui et les autres lecteurs, a priori, tout a fonctionné. C'est, voilà. Donc, il y a deux choses, je pense, qui n'ont pas fonctionné chez moi. Tout d'abord, je dirais qu'il s'agit du parti pris de l'auteur de choisir en fait cette journée particulière de la marche blanche. Cette journée qui est en fait un genre d'entre-deux où on ne sait pas trop vraiment ce qui se passe pour les parents de la victime. Coincé entre le jour terrible où le drame est arrivé et entre tout ce qui va suivre après quand ils vont devoir faire leur deuil, s'habituer à vivre sans leur fils. Il a choisi ce moment particulier qui est finalement peut-être pas le moment le plus porteur de tension émotionnelle. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi en le lisant. L'autre problème au niveau de l'approche qu'il a choisie, c'est qu'il a choisi de faire parler le père et donc on ne connaît que les sentiments du père. Bien sûr, celui-ci va nous parler de comment il perçoit sa femme après le drame, de comment il perçoit son autre fils également après le drame, mais on n'a pas accès directement aux pensées de ces personnages-là. C'est seulement le personnage du père. D'ailleurs, ce roman, c'est un petit peu paradoxal parce qu'il s'appelle Vous parlez de mon fils, mais en fait c'est vous parlez de moi un petit peu au final. Hugo, on ne sait pas vraiment trop qui il était, on n'en parle pas beaucoup finalement, on parle beaucoup du sentiment du père en cette journée particulière de la marche blanche en l'honneur de son fils. Voilà, donc c'était un petit peu peut-être pas, comme je vous le disais tout à l'heure, le meilleur moment en termes de charge émotionnelle, en tout cas à raconter. L'autre point qui n'a pas fonctionné avec moi, c'est le style. Alors, c'est pas le style de l'auteur, c'est quelqu'un qui écrit très très bien, mais c'est
le style qu'il a choisi d'utiliser pour faire parler son narrateur. Alors, ce narrateur, il nous le dit lui-même à un moment donné du roman, c'est quelqu'un qui n'était pas doué pour les études. Il le dit lui-même, le narrateur. C'est quelqu'un qui est titulaire d'un CAP chaudronnier taulier et qui travaille sur les chantiers navals à Saint-Nazaire. Alors, je ne dis pas que les ouvriers qui travaillent sur les chantiers navals ou n'importe quelle structure s'expriment mal ou sont pas intelligents. D'ailleurs, je rappelle que l'intelligence et l'éducation n'ont strictement rien à voir. C'est pas ça. Mais moi, je viens d'un milieu ouvrier. C'est un milieu que j'ai côtoyé et je sais pertinemment que les gens de ce milieu-là ne parlent pas comme ça. Donc, ça sonnait faux pour moi. Ce père ouvrier qui s'exprime comme un écrivain parisien, ça marche pas. Ça marche pas pour moi. Et je pense que ça a beaucoup contribué un petit peu à me distancier en fait du récit et éventuellement l'émotion que cela aurait dû susciter. Alors, encore une fois, c'est un roman qui a été très apprécié aussi bien par des professionnels que par des lecteurs. Donc, c'est sûrement mon problème, ça m'arrive très très fréquemment. Mais non, ça n'a pas fonctionné avec moi et c'est dommage. Vous avez sans doute déjà entendu parler du second roman que je vais vous présenter dans cette vidéo. Ça s'appelle Madeleine avant l'aube et c'est signé Sandrine Colette. C'est un roman qui est apparu en 2024, qui a reçu le prix Goncourt des lycéens de la même année. Et je vois d'ailleurs en quatrième de couverture, très intéressant, qu'il a reçu le prix Goncourt des détenus 2024 également. C'est une initiative dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à présent. Je trouve ça vraiment formidable. Donc, avant de vous donner mon avis sur ce roman, je vous raconte brièvement l'histoire. Donc, on est dans un village qui s'appelle La Foy, ou La Foy, je ne sais pas. C'est un village où les habitants vivent en fait pas mal dans la misère, où ils sont forcés de travailler une terre ingrate et où ils doivent subir les assauts du fils du seigneur local qui, quand il part chasser les animaux, il part à cheval et il renverse tout sur son passage, hommes, femmes, enfants. Également, si une femme a le malheur de croiser son chemin, eh bien, tout simplement, il la viole. Donc ça, c'est le quotidien des habitants de ce village de La Foy ou La Foy. Il y a dans ce village un hameau qui s'appelle Les Montées. Et dans ce hameau, il y a 3 maisons. L'une d'entre elles est occupée par une vieille femme qui s'appelle Rose, qui est un petit peu herboriste, qui prépare des remèdes. Et les 2 autres sont occupées par 2 sœurs et leurs époux. Ces 2 sœurs sont des jumelles. L'une s'appelle Aélis et l'autre s'appelle Ambre. Alors d'après ce qu'on nous dit, Aélis est un petit peu moins sympathique que Ambre. Elle est mariée à Eugène, qui est un homme pas très expansif, mais courageux et qui travaille énormément. Ensemble, ils ont eu plusieurs enfants, 4 je crois, et que des fils. La sœur jumelle de Aélis, c'est Ambre, et elle, à la loterie du mariage, elle a tiré le mauvais numéro en la personne de Léon, qui est le frère d'Eugène, qui, contrairement à son frère, est un fainéant doublé d'un alcoolique. Voilà, donc la pauvre Ambre, elle, qui est si douce et si gentille, se retrouve avec un pauvre con pour mari. Et la vie tranquille, bien réglée de ces villageois du hameau des Montées bascule le jour où une petite fille déboule dans leur quotidien. Cette petite fille est d'abord recueillie par Rose. Elle sera ensuite confiée à Ambre qui va l'adopter puisque Ambre et son mari Léon n'ont jamais réussi à avoir d'enfant. Et Ambre va donner à cette petite le nom de Madeleine. Tout le monde aime Madeleine. Alors la vieille Rose aime Madeleine, Ambre bien sûr adore Madeleine, mais aussi Aélis, Eugène et leur fils aiment Madeleine.
Sauf que Madeleine, elle n'est pas tout à fait comme les habitants du village. Elle n'est pas du tout résignée, et elle n'est pas prête à se plier aux règles qui sont édictées par la nature et par le Fils du Seigneur et par le Seigneur lui-même. Et jusqu'au jour où cette attitude rebelle va causer un drame qui risque en fait d'entraîner de graves conséquences pour les habitants du village. J'arrête ici ma présentation de ce roman. Alors maintenant, passons à ce que j'en ai pensé. Alors je vous dis tout de suite, mon avis est assez mitigé. Et encore une fois, hein, c'est vraiment dommage. On va commencer par ce que j'ai aimé dans ce roman. J'ai beaucoup aimé le style de l'autrice. C'est très agréable à lire, c'est très original. On a des phrases courtes, percutantes, qui rappellent un petit peu le style des auteurs et autrices irlandaises contemporains. Donc ça, moi, c'est un style que j'aime beaucoup, avec des phrases qui ne sont pas finies, par exemple, etc. etc. C'est très sympa pour moi. J'ai beaucoup aimé aussi le choix de l'autrice de ne pas nous donner d'indications temporelles, c'est-à-dire que l'on ne sait pas à quel moment se déroule son histoire. Et donc, ça permet au lecteur d'utiliser son imagination, et on peut choisir tout à fait de placer l'intrigue au Moyen-Âge, ou pourquoi pas, ça pourrait être aussi une sorte de dystopie où on aurait eu une régression, on serait passé d'une démocratie, on serait retourné en fait à un système féodal. Donc ça, c'est libre choix au lecteur de voir ce qu'il a envie de voir, et moi, ça, j'aime beaucoup quand mon imagination est sollicitée. La première partie du roman était relativement intéressante, avec l'arrivée de Madeleine, la présentation des différents protagonistes, du contexte dans lequel ils vivent. Et puis, patatras, à la moitié du roman, l'autrice s'est embarquée dans une description interminable d'un hiver particulièrement rigoureux qui entraîne misère et famine chez les pauvres habitants de La Foix. Et c'est très 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 long. C'est très 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 long. Alors il fait froid, il n'y a plus rien à manger, les gens maigrissent, les gens ont faim, certains meurent, on retente quelque chose et puis après patatras, c'est encore la cata, l'été il fait trop chaud et puis après l'hiver il fait encore froid et on repart dans une famine et on repart dans des morts dues à cette famine. Voilà, on a compris que les conditions de vie de ces habitants étaient relativement difficiles, même très difficiles. C'est pas la peine d'insister autant là-dessus, surtout que ça coupe complètement le récit en plein milieu et c'est bien dommage. L'autre problème que j'ai eu avec ce roman, c'est que finalement, il se passe pas grand-chose en fait quand on y réfléchit bien. On a tout d'abord l'annonce d'un drame qui nous est donné en début de roman. Alors ça, c'est un processus qui est, j'ai remarqué, souvent utilisé récemment, dans les romans récents, un peu comme une tentation. Voilà, il va arriver ça, c'est un moyen de capter le lecteur, et moi j'ai l'impression d'être prise en otage comme ça, et ça je n'aime absolument pas. Donc on a cette annonce de drame à venir. Après, on repart en arrière, présentation des personnages, arrivée de Madeleine, blablabla, et jusqu'à arriver au drame final que finalement on arrive plus ou moins à prévoir étant donné ce qui nous a été dit auparavant. Mais entre l'annonce du drame et le déroulement du drame en lui-même au tout début donc et à la toute fin, il n'y a pas vraiment d'action, il se passe pas grand-chose, beaucoup de descriptions inutile d'après moi. Il y a autre chose aussi, j'ai vu au niveau des avis de lecteurs que beaucoup avaient aimé ce procédé et ça n'a absolument pas fonctionné pour moi. En fait, si vous voulez, dans la première partie du roman, on a un narrateur à la première personne qui nous raconte l'histoire, toute l'arrivée de Madeleine, son intégration dans le village, etc., etc. Et puis, à la seconde moitié, on change de narrateur. Pourquoi pas, hein, ça peut être un procédé intéressant. Sauf qu'en démarrant cette deuxième partie, je me suis rendu compte que les personnages se mettaient à parler d'un personnage que moi, j'avais pas vu jusqu'à présent. Je me suis dit, mais
mais c'est quoi ce personnage? De qui il parle? Et donc, je suis revenue en arrière. Et là, j'ai compris. J'ai fait, ah, ok, d'accord. Donc, ça aurait mieux fonctionné pour moi si j'avais su dès le départ qui était ce narrateur. Le petit retournement de situation à la moitié du roman m'aurait, je pense, plus impliquée dans ma lecture. Moi, je suis complètement passée à côté, malheureusement. Donc, en résumé, un style agréable, mais un roman où, au final, il se passe pas grand-chose. Donc, plutôt un avis mitigé pour ma part. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Il y a énormément de lecteurs qui ont aimé ce livre. Il y a beaucoup de critiques qui ont aimé ce livre. Il a reçu de nombreux prix. Donc, c'est très probable, encore une fois, que ça vienne de moi. Voilà. Donc, avant de vous présenter le dernier livre, si on fait le bilan de lecture, de déception, le dernier roman de cette vidéo, Nous rêvions juste de liberté, va-t-il réussir à sauver la mise des auteurs français ou pas? Je vous le dis tout de suite après un bref résumé de l'histoire. Hugo, c'est un prénom populaire, décidément, puisque le personnage du fils dans le livre de Philippe Besson s'appelait aussi Hugo. Enfin bref, Hugo, surnommé Bohème par ses amis, vit dans une petite ville américaine qui s'appelle Providence. Et puis, il ne se passe pas grand-chose là-bas. Disons que il s'ennuie, ferme le pauvre Hugo. C'est pas un très bon élève, donc ses parents vont décider en dernier recours de l'envoyer dans un lycée privé. Elle se dit, oh non, je vais pas aller dans un lycée privé avec les gosses de riches, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et puis finalement, ça va très bien se passer pour lui, on peut même dire que ça va lui changer la vie, puisqu'il va faire la connaissance de Freddy qui va devenir son meilleur ami. Alors Freddy, c'est comme lui quelqu'un qui n'aime pas trop, comment dire, les conventions sociales. C'est pas un délinquant, mais c'est pas un enfant de cœur non plus. On va dire que c'est un gamin turbulent. Disons que c'est un gamin qui réfléchit autrement, qui rentre pas dans le moule, tout à fait comme Hugo, et les deux s'entendent à merveille. Ils ont deux autres amis dans leur bande. L'un s'appelle Alex, il est tout petit et tout chétif, et l'autre est surnommé le Chinois, bien qu'il soit vietnamien. Et donc tous les quatre, voilà, ils s'amusent, ils font les 400 coups ensemble, ils profitent de la vie comme des tas d'adolescents dans des tas de petites villes, dans des tas de pays dans le monde entier. Grâce à son ami Freddy, Bohème va découvrir la moto, puisque le père de Freddy est garagiste. Donc il découvre la moto en compagnie de son ami et surtout ce qui va avec la moto, c'est-à-dire la liberté. La liberté de se déplacer. Ça, c'est très important quand on est jeune à la campagne. Moi, j'ai vécu ça et quand on n'a pas de moyens de locomotion, on dépend de ses parents. C'est vraiment terrible. L'horizon nous semble complètement bouché. Donc, je comprends très bien ce que Bohème a pu ressentir à ce niveau-là et ce que la moto donc a pu lui offrir comme espace de liberté. Et puis un beau jour, Bohème, il décide qu'il en a marre de Providence et il décide de partir en road trip à travers les États-Unis et il demande à ses amis de l'accompagner. Alors sur les 3 amis, il y en a seulement 2 qui vont accepter de le suivre. Alors je ne vous dis pas lesquels parce que c'est une partie importante de l'histoire. Et donc voilà nos 3 jeunes partis sur les routes d'Amérique en moto. Au cours de leur périple, ils vont rencontrer différentes personnes, ils vont faire de belles rencontres, mais aussi parfois de mauvaises rencontres. Ils vont découvrir aussi le monde des motards et notamment des clubs de motards. Là encore, avec certains clubs, ça va bien se passer, avec d'autres, un petit peu moins bien. Voilà, la vie, c'est comme ça, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Et puis, un beau jour, arrive un drame qui va faire complètement basculer la vie de Bohème. Voilà, donc je vous en dis pas plus, je pense que j'ai assez bien résumé. Verdict. Oui, j'ai beaucoup aimé ce roman, je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette, c'est une jolie histoire d'amitié, ce sont des jeunes qui sont très très intéressants aussi. Des jeunes qui ont envie de vivre autrement, qui ne rentrent pas dans le système, qui ne veulent pas suivre les règles établies.
Et ils sont touchants en fait par rapport à ça, ces jeunes-là. Ça m'a fait réfléchir aussi un petit peu sur tous ces adolescents turbulents à qui on donne comme unique réponse une punition. On ne sait pas vraiment quoi faire de ces gens-là et c'est vraiment dommage. S'ils ne rentrent pas dans le système, c'est pas de leur faute, c'est pas de la mauvaise volonté de leur part non plus et les punir, ça sert pas à grand-chose. Donc, une belle histoire d'amitié, des personnages très intéressants. Le style de l'auteur aussi, là, contrairement à Philippe Besson, il a bien réussi à donner sa voix au narrateur qui est Bohème lui-même. Voilà, donc j'entends en lisant le livre la voix du personnage et non pas la voix de l'auteur. Et donc ça, c'est très bien, très réussi à ce niveau-là. C'est vraiment une lecture aussi qui est très fluide, très facile, ça passe très très vite. Je suis allée à Tokyo fin mai et donc je l'ai lu en fait dans le train pour aller jusqu'à Tokyo pour revenir. Je me suis également posée dans un petit café très sympa que j'ai découvert très proche de l'hôtel où je restais. La propriétaire a été vraiment super gentille. C'était un café en fait où il y avait beaucoup de livres et on pouvait lire. Donc c'était un endroit que j'ai beaucoup aimé et ça a participé aussi, je pense, à mon expérience de lecture. En conclusion, je vous dirais que c'est un roman qui n'a rien de transcendant. Je pense que c'est un thème qui a déjà été abordé, l'amitié, etc., la liberté, voilà. Il y a peut-être le thème de la moto qui est un petit peu original par rapport au reste. Mais à part ça, ça reste du très classique. Mais néanmoins, c'est une lecture très agréable et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des personnages aussi très attachants. D'ailleurs, je me suis dit en refermant ce livre que si je l'avais lu étant ado, je l'aurais probablement adoré. Et donc, si vous avez des adolescents qui aiment la lecture et qui ne savent pas trop vers quoi se tourner, ça pourrait être quelque chose qui les intéresse, je pense, ce roman. Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbruck, qui me permet de conclure sur une note positive. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et donc, en ce moment, qu'est-ce que je lis? Je lis un autre roman de Sorge Chalandon que j'ai acheté à la Bouquinerie Solidaire. Bouquinerie Solidaire pour laquelle d'ailleurs j'ai commencé à faire du bénévolat et j'en suis vraiment super contente. J'ai plus grand livre en stock derrière, il va falloir que je me fasse une petite commande, mais il y en a tellement que j'ai envie de lire que j'hésite vraiment. Je ne sais pas ce que je vais commander. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous demander, j'aimerais lire un roman, un classique en fait, peu importe l'origine de ce classique, littérature française ou étrangère, peu importe, voilà. J'ai très envie de lire un classique en ce moment. Donc si vous avez des suggestions, je suis preneuse. N'hésitez pas également à laisser un commentaire si vous avez des réflexions par rapport au livre que je vous ai présenté aujourd'hui. Et en attendant la fin juin, je vous dis de prendre bien soin de vous. À bientôt. Matane.